3, 2, 1, oyun! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de Miracle dans la cellule numéro 7. Je n'ai pas appris le titre en turc, Netflix l'a laissé comme ça. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre, ils auraient peut-être pu le traduire en français. C'est un film qui est un remake, un film turc qui est un remake d'un film sud-coréen, Miracle dans la cellule numéro 7. Et de quoi ça parle ce film ? Ça raconte la terrible histoire d'un père de famille atteint de déficience mentale qui, devenu veuf, élève seul sa fille avec l'aide de sa grand-mère. Mais un jour, il est victime d'une erreur judiciaire et accusé à tort d'avoir tué la fille d'un commandant militaire. Ce dernier l'envoie pourrir en prison, dans l'attente de sa pendaison, une geôle où il est régulièrement battu par les autres détenus, tandis que sa fille et sa grand-mère tentent tout pour le voir et surtout le faire sortir de là. Alors avant de vous dire ce que j'en ai pensé, c'est le film qui est numéro 1 sur la plateforme Netflix actuellement et j'ai envie, encore une fois, de saluer l'initiative de Netflix de nous faire connaître autant de films d'horizons si différents. Là voilà, par exemple, film turc, la semaine dernière c'était un film espagnol et le truc c'est que tu as l'impression que le confinement l'a fait son petit effet, c'est-à-dire finalement de découvrir forcément d'autres films qu'on n'aurait pas vu si par exemple on avait les James Bond actuellement au cinéma. Ça veut pas dire qu'il faut rester en confinement pendant des années et ne voir que du Netflix bien sûr, mais c'est vrai que tu te rends compte là qu'on a l'occasion en fait de voir d'autres choses, d'autres horizons et pour ça Netflix ça a toujours été, ils nous ont toujours fait découvrir plein de films différents, plein de films de différentes nationalités et ça c'est plutôt bien, donc je tiens encore à saluer cette initiative de nous faire découvrir d'autres films. Ça veut pas dire pour autant que ce film, attention, est exempt de défauts et plutôt que d'aller dans des extrêmes parce que depuis que tout le monde a découvert ce film, ça va un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que t'en as qui disent c'est un chef-d'œuvre et ça mérite des Oscars et d'autres qui vont te dire c'est complètement nul, un mélo, c'est un mélo à la con, etc., etc. Moi, je vais essayer d'être un peu entre les deux, d'être un peu plus nuancé et de vous dire que c'est un film globalement que j'ai apprécié. Je suis assez client de mélo, de films tire-larme aussi. J'aime bien ces films-là. Maintenant, je vais être assez partagé sur la façon justement dont le réalisateur va doser son mélodrame. C'est-à-dire que je trouve, personnellement, qu'il met un peu trop de violon, il met un peu trop de musique, il insiste trop, des fois, sur les ralentis. Tout ça force un peu le spectateur, oui, à être ému. Alors, c'est une bonne chose, je trouve, pour certaines scènes, parce que surtout le sujet traité, c'est quand même la relation d'amour, entre guillemets, d'un père en déficience mentale et de sa petite fille, et ce père qui va être incarcéré. Donc c'est une histoire assez chargée, assez lourde. Pour autant, ça ne veut pas dire que, si tu veux en faire un mélodrame, tu dois mettre de la musique tout le temps, des ralentis tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas que c'est fatigant, mais c'est qu'on a vraiment l'impression, nous, en tant que spectateurs, d'être un peu forcés. Alors, ça veut pas dire que tu ne vas pas pleurer, je sais pas moi, 2-3 fois dans le film. Moi, j'ai pas pleuré, j'ai été ému à certains moments, oui, bien sûr, parce que le jeu d'acteur, parce que aussi la mise en scène efficace, mais parfois, c'est un peu too much. Yakalayamazsın ki. Gitme. Gidemezsin Dur, ki. babaannem kısa. Mustafa! Ben yapmam. Et c'est un film aussi qui pâtit un peu, je trouve, d'une longueur un peu excessive. C'est-à-dire que c'est un film qui dure 2h10, je crois, et ça aurait mérité, surtout au milieu du film, d'être un petit peu coupé. C'est-à-dire que tu vas avoir des arcs narratifs sur certains personnages quand on est dans cette fameuse cellule numéro 7. J'ai trouvé que c'était un petit peu long. Voilà. Et c'est dommage parce que tout le début du film, c'est-à-dire les 20 premières minutes, voire 30 premières minutes, sont super efficaces. On plante bien l'ambiance, on plante le contexte, on plante aussi les enjeux. Où est-ce que ce personnage va nous emmener? Toute la situation dans cette Turquie dans les années 80, c'est plutôt passionnant et c'est plutôt bien rythmé. Et je trouve que le film va se rattraper notamment bien aussi sur la fin, c'est-à-dire sur les 20 dernières minutes, où là on va aller un peu de surprise en surprise. Je ne spoilerai pas ici. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire dans les commentaires. Par contre, mettez bien spoiler pour pas griller la fin, qui est surprenante, mais qui est plutôt bien amené, je trouve. Mais voilà, c'est un petit ventre mou pour moi au milieu du film, qui est un peu dommage, ça aurait mérité un petit peu d'être raccourci. Alors c'est un film qui va parler aussi de religion, c'est un film où on va parler évidemment de l'islam puisqu'on est en Turquie, mais c'est plus pour moi en tout cas un film sur la foi. Comment avec la foi tu vas pouvoir essayer de réparer une injustice en fait. Et tout le film va être vraiment beaucoup basé là-dessus, et je dirais que ça c'est une des thématiques assez intéressantes. Kaan Öden öldürme suçunu işlediği sabit olan Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. Une des originalités aussi du film, c'est de traiter le handicap mental au sein d'un système carcéral, et finalement
quelque chose qui va devenir un peu un film de genre. C'est-à-dire que on arrive quand même, le réalisateur arrive à faire un film de genre avec ce type de thématique, et j'ai pas l'impression que ça s'est beaucoup vu, et ça c'est plutôt bien traité, et franchement c'est l'initiative, je trouve, est à saluer. Et puis évidemment toute cette histoire d'amour entre guillemets entre ce père et cette fille, qui est parfois très touchante, et parfois à force d'insister sur l'émotion, perd un peu justement de son intensité dramatique. Si je prends l'exemple de films comme Rain Man, justement, qui traite aussi d'autisme avec Dustin Hoffman et Tom Cruise, je prends ce film-là parce que c'est typiquement le type de film mélo, mais qui à mon sens va être bien plus fort qu'un Miracle dans la cellule numéro 7, parce qu'il ne va pas insister en permanence sur des ralentis, sur la musique au piano, sur les violons derrière, etc. etc. C'est un film qui va cadrer au plus près ses personnages, ses acteurs, et en saisir à ce moment-là l'émotion, mais sans pour autant te mettre une musique derrière. Et j'ai envie de te dire que si les acteurs jouent bien, si les dialogues sont bons, si la mise en scène est efficace, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes pour émouvoir un spectateur. Et Rain Man, moi, c'est un film qui m'émeut énormément. Et pourtant, c'est un film qui n'abuse pas de sa musique, qui n'abuse pas de son côté pathos, mélodrame, etc., etc. C'est même un film qui va des fois être drôle, mais c'est justement de cette drôlerie pathétique que va en sortir une émotion très très forte. Et aussi, si on peut comparer ce Miracle dans la cellule numéro 7 à un film beaucoup plus évident, c'est-à-dire La Ligne Verte, voire même Les Évadés, moi il y a beaucoup de scènes qui m'ont limite fait penser aux Évadés. Alors est-ce que c'est hommage, pompage, j'en sais rien, mais en tout cas ça m'a fait beaucoup penser à ce film. Pareil que pour Rain Man, c'est-à-dire que Frank Darabont, il utilise la thématique du drame carcéral, et il le fait avec beaucoup d'émotion, on est très ému dans ces deux films. Il dose son émotion. Il n'utilise pas tout le temps la musique de Thomas Newman, tu vois, par exemple. Alors que là, on sent que le compositeur, bon déjà, il s'inspire énormément de Thomas Newman, ça c'est clair, mais en plus, il te met de la musique toutes les 5 minutes, toutes les 3 minutes, et il y a un moment donné, t'as l'impression, toi, en tant que spectateur, d'être forcé à être ému. Pareil, si je prends Sur la route de Madison de Clint Eastwood. Clint Eastwood, il dose son émotion, il met pas tout le temps de la musique, il va en mettre, oui, sur la fin, etc. Mais les acteurs sont tellement forts, les dialogues sont tellement bons, puis surtout cette mise en scène, que t'as pas besoin de tant de musique que ça ou de ralenti, quoi. Alors c'est vrai que dans ce film, la prestation de l'acteur principal est à saluer, et le mec joue quand même très très bien, faut le dire, mais pareil, je trouve que des fois, il sort un peu de son jeu, c'est-à-dire qu'il en fait peut-être un peu trop. Et si au début on est super impressionné par sa prestation, on a vraiment cette impression que le mec a réellement un handicap mental, je trouve que des fois, ouais, il va en faire un peu trop, il va faire un peu trop de grimaces, il va cabotiner un petit peu en fait. C'est ce qui va me déranger dans son jeu. Et puis sur la fin, on y croit un peu plus. Mais il y a toujours ce milieu de film où quand on voit l'acteur, je trouve que des fois il en fait beaucoup, il en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et ça rejoint un petit peu pour moi le problème de ce film qui des fois, oui, en fait des tonnes. Alors il y a peut-être aussi un peu de manque d'explication sur le contexte politique des années 80, c'est-à-dire que là on est en Turquie en 83 et on est un an avant l'abolition de la peine de mort. Et je trouve que dans le film, en termes de contexte politique, on balance un peu comme ça. Je trouve que ça aurait mérité un peu plus d'explications, quitte à sortir un petit peu de l'histoire, de la relation de ce père et de cette fille, et quitte à nous expliquer un petit peu plus ce qui se passait en Turquie dans ces années-là. Alors pour aller dans le positif quand même aussi, il y a la forme, il y a la réalisation, des paysages magnifiques, magnifiquement bien filmés. On arrive à allier des fois même une sorte de poésie avec l'univers carcéral, donc ça c'est plutôt fort. Et je dirais qu'à ce niveau-là, le metteur en scène s'en sort très bien. Franchement, moi il y a des paysages, j'ai vraiment envie d'aller vivre en Turquie, quoi. C'est impressionnant, c'est magnifique, c'est beau. Alors après, il y en a qui pourront me dire, bah ouais, mais ça fait un peu trop carte postale, etc. Oui, c'est aussi le problème de ce film, quoi. C'est que beaucoup de clichés. Aussi, quand même, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que c'est un film émouvant, c'est-à-dire que si tu as un cœur, tu ne peux pas ne pas être ému, c'est impossible, bien sûr. Mais peut-être un peu trop de clichés. Voilà, un peu trop de choses comme ça. Je dirais que si ce réalisateur faisait un prochain film, peut-être qu'il faudrait mettre un peu moins de musique, peut-être un peu moins de musique, peut-être laisser le spectateur aller vers l'émotion, si c'est un réalisateur qui a envie de faire du drame, et peut-être un peu moins de clichés, peut-être un peu moins carte postale sur certains plans, peut-être aussi dans la direction d'acteurs, demander à ces acteurs d'en faire un peu moins. En gros, d'essayer de faire un film un peu mieux dosé en termes d'émotion, mais
Très franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Vous allez passer quand même un moment triste, mais aussi un bon moment de mélo de cinéma. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un bon mélo. Il a ses défauts, mais ça reste quand même un mélo correct et très prenant à regarder. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne. C'est toujours très important. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!